Bonjour, merci pour votre présence à ce webinaire sur le deuxième baromètre du dialogue social. Nous allons le présenter à deux avec François Cochet. Donc, moi, c'est Antoine Raymond, je suis responsable du pôle études et prospectives du Centre études et data du groupe Alpha. Bonjour, donc je suis François Cochet, directeur des activités santé au travail de CECAFI. Donc, on va vous présenter ce deuxième baromètre en laissant évidemment de la place ensuite pour les échanges et le débat. Donc, cette deuxième édition du baromètre, donc l'approche que nous avons est originale en ce sens qu'on interroge à la fois les représentants du personnel et les employeurs en tant que finalement président des CSE. Et notre questionnement tourne autour de ce qui se passe en réunion de CSE essentiellement. Et donc, précisons-le, on ne traite pas des négociations qui sont menées entre les syndicats et les directions. Et on a trois types de questionnements. Donc, les écarts de perception sur les thèmes abordés en CSE. Donc, de quoi parle-t-on ? Deuxième axe, est-ce que ces débats sont utiles en tant que, est-ce qu'ils font changer le point de vue de l'autre partie, ou est-ce que finalement chacun s'exprime et chacun garde son point de vue? Et puis, sur un certain nombre de sujets d'actualité, on a demandé aux répondants au questionnaire finalement ce qu'ils en pensaient pour pouvoir comparer un peu les points de vue. Donc, le questionnaire a été diffusé au mois de novembre cette année, puis elle a une période à peu près équivalente l'année d'avant. Et on a sur les répondants à peu près 90% de représentants du personnel et 10% de représentants de la direction, ce qui n'est pas choquant en soi, puisqu'évidemment, il y a beaucoup plus d'élus dans un CSE qu'il n'y a de présidents. Donc, c'est une structure de l'échantillon qui est de toute façon très stable d'une année à l'autre. Alors, sur les représentants du personnel, quelques précisions. Donc, on a, pour faire vite, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Donc, ce n'est pas très éloigné de ce qui ressort des statistiques publiques en la matière. Et puis, si vous voyez à droite la répartition par âge, on a évidemment potentiellement quand même un petit souci, des sujets d'inquiétude quand on voit que finalement les répondants à cette enquête sont plutôt vieillissants puisque 2 tiers des répondants ont plus de 50 ans. Et on sait que dans les CSE, il y a dans pas mal d'entreprises un petit problème quand même de renouvellement. Donc les élections qui dans beaucoup de CSE arrivent prochainement nous amèneront peut-être à changer d'avis s'il y a un certain rajeunissement, mais voilà la situation de ceux qui nous ont répondu. Par profil syndical, donc vous avez l'indication des répondants avec 7% de non-syndiqués, donc pour l'essentiel des représentants du personnel syndiqués, et une répartition des répondants qui n'est pas strictement équivalente à celle des élus dans les entreprises, donc il y a un petit biais de ceux qui ont souhaité répondre à ce questionnaire, puisque finalement c'est la CFE-CGC qui a fourni le plus grand nombre de répondants, avec 34%, devant la CGT 22% et la CFDT 15%, et puis les autres organisations, on a FO 9% et les autres qui sont ensuite en dessous. Et on demandait aussi aux représentants du personnel s'ils étaient membres du CSE, délégué syndical, ou s'ils cumulaient les deux fonctions. C'est le cas de la plus grande partie d'entre eux, puisque 44% des répondants, en rouge sur cette planche, sont à la fois membres du CSE et délégués syndicaux. Alors, ce qui est tout à fait étonnant aussi, c'est la stabilité des réponses d'une année à l'autre. On aurait bien voulu vous commenter des évolutions radicales observées en un an des positions des uns et des autres, mais ça n'aurait pas été très honnête. Globalement, les positions sont très stables. Quand on leur demande finalement quels sont les sujets traités en CSE, il y a très peu d'évolution. Alors, sauf bien sûr qu'on a introduit des nouveaux questionnements. Donc l'année dernière, on avait des questions spécifiques sur le dialogue social en temps de Covid
qu'on n'a pas reproduit cette année, puisqu'on est quand même sorti des restrictions de cette époque. Et par contre, on a des nouveaux questionnements sur la crise énergétique, l'inflation, les pénuries de main-d'œuvre, où bien sûr, on a des appréciations qui ressortent de façon nouvelle cette année. Et puis l'autre point qui est aussi un peu troublant, c'est que finalement, sur la plupart des sujets, les différences selon l'appartenance syndicale sont très faibles. Il n'y a pas d'écart très notable. Alors, on ne leur demande pas quelle est la position de leur syndicat, mais des sujets qui sont traités en CSE. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que même si on n'est pas du même syndicat, on assiste aux mêmes réunions de CSE et donc les réponses, du coup, sont assez proches. Alors, pour poursuivre, donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en regardant quels sont les thèmes qui sont discutés en réunion de CSE. Donc, les thématiques les plus abordées pour commencer, ce que l'on note, c'est que de très loin, l'organisation du travail est le thème qui est le plus fréquemment abordé, avec plus de 80% des répondants qui disent l'aborder souvent ou parfois. Et donc, 80% des répondants, là, ça signifie qu'on a à peu près la même proportion de représentants du personnel et de représentants de la direction. Donc, on a une perception identique sur la place de ce thème en réunion de CSE. Les autres thèmes qui sont les plus discutés dans des proportions à peine inférieures, entre 70 et 80%, et toujours avec la même place pour les représentants du personnel et pour les représentants des directions. Donc, ces autres thèmes sont la stratégie de l'entreprise, la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux, donc des thèmes qui tournent autour du travail. Et puis, 3 autres nouveaux thèmes que l'on a introduits cette année, les difficultés de recrutement, le plan de formation et les questions liées aux pénuries de main-d'œuvre. Donc ça, ce sont en fait des questions que l'on n'avait pas, des thèmes qu'on n'avait pas envisagés dans la version précédente du baromètre, que l'on a introduit cette année. Et on se rend compte qu'ils sont souvent abordés. Les thématiques les moins abordées maintenant en réunion de CSE, alors là aussi, elles font consensus, c'est-à-dire que les représentants du personnel ou ceux des directions considèrent que ce n'est pas discuté ou pas souvent. Ce sont les relations d'entreprise avec son territoire, la lutte contre les discriminations. Alors là, on note quand même une différence liée à la taille de l'entreprise, puisque cette situation, donc ce sujet est plus abordé dans les entreprises de plus de 5000 salariés. On peut supposer qu'il y a une meilleure appropriation de ces questions et des outils qui sont mis en place et qui sont plus adaptés. Et le troisième thème, donc, c'est la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut noter sur ce thème, c'est que c'est un sujet qui est plus abordé que l'année dernière. 37% des élus disent ne l'avoir jamais abordé, contre 55% en 2021. Donc, c'est quand même... on est prudent sur les comparaisons parce qu'on n'a pas tout à fait le même échantillon, mais quand même, il y a, comme l'a dit François, pour les autres réponses, une stabilité remarquable des résultats. Et là, quand même, il y a un écart relativement important. De même, côté direction, 20% des directions disent n'avoir jamais abordé ce thème contre 41% en 2021. Dans les deux cas, ce recul se fait au profit de la modalité parfois. Donc, on ne passe pas non plus d'une situation où on ne l'abordait jamais et on l'aborde souvent. Hein, c'est quelque chose d'un peu progressif. Et donc, les explications que l'on peut mettre en avant sur ce plan, c'est qu'il y a une accélération des enjeux liés à la transition environnementale. Et deuxièmement, c'est peut-être un premier effet de la loi climat qui étend les missions du CSE aux enjeux de la transition écologique. Néanmoins, ce que l'on note, c'est des écarts importants selon le secteur, puisque, à titre d'exemple, la stratégie de décarbonation n'a jamais été discutée dans 55% des entreprises du secteur sanitaire et social, mais seuls 25% des CSE de l'industrie ont ignoré ce sujet.
Donc, voilà, on a clairement un contraste sectoriel marqué. Et puis, enfin, sur ces sujets discutés en réunion de CSE, on a 3 thématiques aux perceptions significativement différentes. On a d'abord, donc sur le partage des richesses, représentants du personnel et direction des entreprises, on voit bien que, clairement, ils apprécient très différemment la place de ce sujet. Alors, les explications qui peuvent être mises en avant, c'est que ce sont les délégués syndicaux qui négocient sur les salaires, les primes, l'intéressement, la participation, et non pas les élus de CSE. Deuxièmement, c'est que le sujet peut être abordé en CSE, mais sans attribution spécifique. Du coup, peut-être que ça ne marque pas les esprits et qu'il peut y avoir un possible écart de perception en la matière. Troisième explication possible, c'est une différence d'appréciation du sujet en lui-même, avec des représentations différentes de ce qu'on entend par partage de la richesse. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième, finalement, elle est un peu liée, puisqu'il s'agit des mesures de soutien au pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation. Donc ça aussi, c'est une thématique que l'on a introduite cette année. Et finalement, on se rend compte que l'écart est à peu près du même ordre, voire même un peu plus marqué que pour le partage des richesses, puisque 82% des employeurs considèrent en avoir régulièrement discuté contre 51% des représentants du personnel. Donc, toutes ces mesures concernant la rémunération, le partage de richesses, etc., simplement sur leur place dans les réunions de CSE, il y a déjà, au départ, un écart de perception. Et puis la troisième thématique, c'est les mesures pour faire face à la crise énergétique. Et là, c'est pareil, on est dans le même ordre de grandeur. Alors, la suite du questionnaire cherche à savoir un peu en quoi les débats au CSE permettent de faire changer d'avis l'autre partie. Donc, la question posée aux représentants du personnel, c'était « Pensez-vous que les débats en CSE ont fait changer le point de vue de la direction ?» Et on leur proposait un certain nombre de thèmes, et puis on posait ensuite la même question finalement, aux présidents d'instance, aux employeurs. Et là, évidemment, c'est un peu inquiétant, puisqu'ils sont globalement pessimistes sur leur capacité d'influence. Alors, les élus, plus que les employeurs. Puisque finalement, donc ici, ce qui ressort, c'est que les élus, ça c'est sur la moyenne des 12 thèmes qui étaient proposés, les élus considèrent faire changer le point de vue de l'autre partie. Ils sont 6% à penser qu'ils le font souvent changer d'avis et 22% parfois. Et puis 38%, ils ne font jamais changer d'avis leur employeur. Ce qui est évidemment pas très rassurant, et puis 32% rarement. Alors, côté employeur, ils sont plus optimistes. Ils pensent faire fréquemment changer d'avis les représentants du personnel à 13% et parfois à 33%. Et puis, il en reste quand même 26 et 19 qui pensent que c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, ce qui est intéressant, c'est les sujets sur lesquels chaque partie pense être la plus influente. Pour les représentants du personnel, on retrouve la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux et l'organisation du travail. Alors, ça tombe bien, c'est aussi les sujets qui étaient les plus débattus, ce qui prouve quand même le pragmatisme des instances. C'est finalement, si sur un sujet on n'a aucune influence, ce n'est pas la peine de l'aborder trop souvent. Et c'est les mêmes sujets qui sont le plus abordés et sur lesquels on pense être le plus influent, du point de vue des représentants du personnel en tout cas. Et puis côté direction, c'est assez proche. On retrouve la qualité de vie au travail et l'organisation du travail. Et en troisième, la stratégie de l'entreprise, où les employeurs pensent avoir de l'influence sur l'opinion des représentants du personnel. Alors, ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est que finalement, alors que le CSE est le résultat de la fusion du comité d'entreprise et du CHSCT, et que les sujets conditions de travail sont difficiles à traiter dans les CSE, beaucoup d'études l'ont montré. En tout cas, ces thèmes-là n'ont pas disparu et sont toujours très présents.
Alors, sur la stratégie, c'est plus difficile. C'est là que l'écart de sentiment d'influence est le plus grand, puisque les directions considèrent à 54% qu'ils arrivent à influencer les représentants du personnel, souvent ou parfois sur ce terrain-là. Et par contre, les représentants du personnel sont un peu désespérés, puisqu'à 80%, ils considèrent ne pas arriver à faire changer le point de vue de la direction sur la stratégie de l'entreprise, qui reste donc une prérogative vraiment de l'employeur. Alors, on mentionne aussi quand même ça vaudrait le coup d'explorer quelques pistes pour renforcer cette possibilité d'influence des représentants du personnel sur la stratégie, qui serait de renforcer la présence d'administrateurs salariés au conseil d'administration. On reviendra plus tard sur la différence d'appréciation sur cette proposition. Et puis, la possibilité qui existe quand même d'avoir des échanges beaucoup plus réguliers entre le CSE et le conseil d'administration, qui aurait pour objectif, évidemment, justement de faire avancer ces questions sur la stratégie. Voilà, et puis il y a deux questions qui sont aussi, qui montrent que le dialogue est difficile. C'est tout ce qui est lié au salaire, enfin au partage des richesses, aux écarts sur les salaires, et sur ce qui concerne l'environnement. Donc, stratégie de décarbonation, mesures pour faire face à la crise énergétique. Donc là, on a vu que c'était déjà pas évident qu'ils abordent le sujet. Et alors, quand ils l'abordent, ils ne sont pas forcément d'accord. Et c'est aussi un sujet où les points de vue restent en partie irréconciliables. Donc, sur la question des rémunérations, déjà, les employeurs trouvent que finalement, les écarts de salaire sont plutôt acceptables, alors que les représentants du personnel les trouvent beaucoup trop élevés. Et puis, on a même vu que les directions considèrent parler des rémunérations quand les salariés, finalement, ne sont pas du même point de vue. Donc, autrement dit, quand les uns parlent d'un sujet, les autres n'entendent pas qu'on parle de ce sujet-là, ce qui est évidemment le signe qu'il y a encore des grosses difficultés à discuter de ces sujets-là. On en vient aux priorités lors des informations-consultations. Antoine, tu n'as pas ton micro. Pardon. Ce que l'on peut dire en fait sur ce sujet, c'est que globalement, les acteurs privilégient le débat de fond, la réponse aux objections et la prise en compte des propositions. Alors, si l'on regarde donc à la question qui est adressée aux représentants du personnel, lors des informations consultations, vous diriez que, donc vous avez là toute une série en fait de propositions qui est faite. Donc, ce que l'on note, c'est que leur première préoccupation, c'est d'abord de bien comprendre le sujet. Vous voyez, oui, tout à fait, 61%, plutôt oui, 37%. Leur deuxième préoccupation, c'est de faire des propositions. Donc, on est là, en fait, dans le rôle qui leur est dévolu par la loi. Sur la suite, on a donc, ils considèrent que la direction ne répond qu'à une obligation légale. Donc ça, vous voyez, c'est 49% oui, tout à fait, et plutôt oui, 42%. Et que chaque syndicat doit faire valoir son point de vue. Et après, troisième niveau, c'est moins de la moitié d'entre eux considèrent que la direction a besoin de comprendre le point de vue des salariés. Alors ça peut s'interpréter de deux façons. Soit la direction se considère comme omnisciente et n'a besoin de l'avis de personne, soit les représentants du personnel doutent de leur propre capacité à faire prendre en compte par la direction le point de vue des salariés. Là-dessus, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de trancher. Et en dernier lieu, donc, vient l'approche légale. Donc les représentants du personnel sont nettement minoritaires à considérer que l'essentiel dans les informations consultes est de donner l'avis positif ou négatif du CSE. Côté direction, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une grande symétrie,
puisque le premier objectif des directions est pédagogique, c'est de bien expliquer le sujet. Et leur deuxième objectif, c'est d'identifier les objections pour pouvoir y répondre. Donc, vous voyez que ça, l'un dans l'autre, finalement, au niveau des objectifs, les deux parties se rencontrent. Si l'objectif de faire des propositions, par contre, était plébiscité par les représentants du personnel, en revanche, on voit là que les employeurs sont un peu plus réservés. Ils sont d'accord avec la nécessité de prendre en compte les propositions des élus pour faire évoluer un projet, mais seuls 31% d'entre eux répondent oui, tout à fait. Vous voyez cet item-là. Et la majorité, 54%, se contentent d'un plutôt oui. Enfin, comme pour les représentants du personnel, les aspects purement réglementaires viennent loin derrière, puisque qu'il s'agisse de recueillir l'avis du CSE ou de répondre à une obligation légale, on est respectivement à 21 et 18% pour oui, tout à fait, pour la modalité oui, tout à fait. Alors, dernière partie de ce questionnaire, on proposait un certain nombre d'affirmations aux personnes interrogées en leur demandant s'ils étaient plutôt d'accord, plutôt pas d'accord avec ces affirmations. Et comme on proposait là encore les mêmes sujets aux représentants du personnel et aux employeurs, on a pu voir finalement les écarts d'appréciation qui pouvaient être les leurs. Alors, commençons par les sujets sur lesquels ils ont des points de vue finalement assez proches. Bon, l'égalité entre femmes et hommes, qui doit être une priorité. Combattre les discriminations au travail. C'est le sens qu'on lui donne qui permet de bien faire son travail. Donc, des affirmations où les écarts sont faibles, qui sont plutôt largement partagés. On ne doit pas opposer les fins de mois et la fin du monde. Formulé comme ça, ils sont plutôt tous d'accord. Quand on va sur des sujets plus concrets, les désaccords reviennent évidemment. Et puis, dernière proposition qui fait plutôt l'unanimité, pour être efficace dans son travail, il faut un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et puis après, on a un certain nombre de propositions pour lesquelles les représentants du personnel sont beaucoup plus favorables que les employeurs. La première, où il y a un écart très fort, c'est d'un conseil d'administration, les représentants des salariés devraient détenir au minimum un tiers des postes. Donc là, cette proposition est largement plébiscitée par les représentants du personnel et beaucoup moins par les employeurs. La proposition suivante porte aussi un peu sur la stratégie, c'est-à-dire des échanges sur la stratégie de l'entreprise entre le CSE et le conseil d'administration devraient être systématiques. Les représentants du personnel sont très favorables et les employeurs nettement moins, mais un peu plus que sur la présence des représentants du personnel de façon nombreuse au conseil d'administration. Et puis, dernière proposition, la coopération entre syndicats permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les salariés. Les avis sont globalement positifs, les représentants du personnel un peu plus. Et puis à la page suivante, on a l'inverse, c'est-à-dire les propositions qui, cette fois, recueillent plus fortement l'assentiment des employeurs que des représentants du personnel. Donc, là encore, ça fait écho aux échanges qu'on a évoqués précédemment. Donc, mon entreprise prend des mesures pour limiter les effets de l'inflation sur les salariés. Les employeurs en sont largement convaincus et les représentants du personnel, très franchement moins. Et la phrase suivante, les écarts de salaire sont trop grands. Pour les employeurs, pas vraiment, encore que leur réponse n'est pas univoque. Un certain nombre d'entre eux partagent quand même cette proposition. Et les représentants du personnel trouvent aussi que les écarts de salaire sont beaucoup trop grands. Sur les mauvaises conditions de travail, il y a un écart d'appréciation très fort. C'est-à-dire que quand on dit on tolère trop facilement de mauvaises conditions de travail, si le petit pictogramme qui représente le salarié du côté rouge, c'est qu'eux disent oui, on tolère beaucoup trop ces mauvaises conditions de travail, alors que les employeurs répondent plus facilement non à cette proposition. Mon entreprise prend des mesures pour faire face à la crise énergétique. On a aussi un écart d'appréciation notable. Sur l'effort de formation, on va le retrouver aussi. C'est un peu moins net sur les formations suivies par les salariés sont adaptées aux transformations de l'entreprise. L'avis des représentants du personnel est
mitigé est celui des directions un peu plus favorables, mais l'écart est plus faible. Et puis, l'écart est plus faible également sur « mon entreprise n'est pas assez à l'écoute des plus jeunes salariés ». Pour autant, je vous rappelle que nos répondants eux-mêmes ne sont pas forcément très jeunes, donc s'ils étaient plus nombreux à répondre parmi les plus jeunes, peut-être aurait-il un point de vue un peu plus sévère. Voilà, donc on a fini cette présentation et ça nous laisse bien sûr du temps pour des questions ou des commentaires des uns et des autres. Voilà, en précisant ce qui est mis dans la conversation que vous pouvez avoir accès aux documents. Voilà, et vous pouvez utiliser la messagerie pour poser vos éventuelles questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une question là mais plutôt sur le document. Je crois que Jean-Mathieu a précisé qu'il serait prochainement en téléchargement. Il n'y est pas pour l'instant, ce qui explique qu'il n'y ait que les résultats pour l'instant du premier baromètre qu'on avait fait l'année dernière. Alors, il y a un commentaire qui dit qu'aujourd'hui, le processus de consultation ne permet pas au CSE d'avoir une influence sur les choix de la direction. Alors, c'est clair que quand il y a une information consultation, l'employeur doit recueillir un avis et pas un avis positif, comme ça peut se faire dans d'autres pays où les représentants du personnel ont beaucoup plus d'influence sur la stratégie de l'entreprise. Donc, juridiquement, c'est tout à fait la réalité. Après, le baromètre montre qu'au moins de façon minoritaire, il peut y avoir une certaine influence sur la direction, mais probablement pas, tel que c'est exprimé dans la question, sur les choix de la direction au sens des grands choix. Après, un certain nombre de choses peuvent être infléchies, mais là aussi, ça dépend significativement des entreprises et je dirais aussi des sujets. Hein. Ensuite, il y a une question qui est de savoir si on note une évolution sur plusieurs années, et si oui, en positif ou en négatif. Alors, comme on l'indiquait, en fait, là, c'est le deuxième exercice, c'est la deuxième version du baromètre. Donc, on n'a pas un recul très long. Hein. Et simplement, là, sur 2 ans, ce que l'on note, c'est une stabilité des résultats. Voilà, avec des pourcentages vraiment qui sont stables, mais de façon remarquable. C'est quelques points qui peuvent s'expliquer par la marge d'erreur liée à la composition de l'échantillon, mais guère plus. Donc, en fait, c'est une grande stabilité, ce qui en soi n'est pas très surprenant, comme l'a indiqué François, puisque, en fin de compte, on est sur des thématiques essentielles. On n'est pas rentré dans le détail de ce qui pouvait être discuté, on est sur des grandes thématiques, partage des richesses, organisation du travail, etc. Et par conséquent, la place qui leur est donnée dans les réunions ou dans les débats n'évolue pas finalement de manière sensible d'une année sur l'autre, sauf événements majeurs comme on a pu le connaître avec la crise sanitaire. Là, on a pu noter des choses qui avaient induit des changements brutaux, mais sinon, sur un processus normal, sauf changement législatif ou des choses comme ça, d'une certaine manière, là, il n'y a pas de raison que ça varie d'une année sur l'autre. Sur longue période, ça peut varier, mais ça, on le verra progressivement. C'est difficile, je vais peut-être compléter la réponse sur les questions de qualité de vie au travail. C'est difficile d'avoir une appréciation globale. On observe parfois quand même des entreprises où, au fil du temps, les choses peuvent être un peu plus satisfaisantes.
Et en tout cas, sur les questions de santé au travail, j'attire votre attention sur les évolutions intervenues au plan législatif assez récemment. C'est-à-dire que sur ces questions-là, les représentants du personnel sont vraiment, de notre point de vue, incités maintenant à faire un certain nombre de propositions auxquelles les directions doivent donner une suite. Enfin, ils doivent indiquer formellement quelle suite ils donnent à ces propositions. Et avec le bilan annuel des conditions de travail, on peut revenir d'une année sur l'autre sur ce que sont devenues les propositions faites par les représentants du personnel, ont-elles été mises en œuvre? Sinon, la direction doit s'expliquer pourquoi, et on peut y revenir périodiquement. Donc, on pense, nous, qu'avec un peu de précision et de ténacité, c'est potentiellement un moyen qui peut peut-être faire évoluer la situation dans certaines entreprises, sachant qu'on incite les représentants du personnel qu'on conseille à faire des propositions les plus précises possibles. Parce que si la proposition est trop générale, c'est finalement parfois un peu facile pour l'employeur de dire qu'il en tiendra compte sans jamais qu'on puisse rentrer dans le concret. Si les propositions formulées sont assez précises, concrètes, l'employeur devra y répondre, expliquer pourquoi il ne la met pas en œuvre s'il pense que ce n'est pas opportun, dire comment il va la mettre en œuvre s'il pense que c'est une proposition à retenir. Et le débat au fil du temps, progressivement, peut être un peu plus serré, un peu plus efficace. Voilà, mais après, ça reste largement encore à construire et ces évolutions sont finalement encore assez récentes. On n'a pas encore énormément de recul sur ces mises en œuvre. Il y avait une question sur l'emploi des seniors, là, en particulier en lien avec la réforme des retraites. C'est une question que l'on n'a pas posée, que l'on pourrait poser dans la prochaine version. Savoir si c'est une des thématiques dont se saisissent certains CSE. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement regarder à l'avenir. Ensuite, il y a la question de la stratégie qui est évoquée dans plusieurs commentaires. Savoir en gros comment faire pour mieux prendre en compte la stratégie. Sachant qu'effectivement, au niveau des CSE, on a vu que le sujet était discuté, mais que la capacité d'influence était assez limitée. Et la capacité d'influence des élus était assez limitée. Et donc, se pose la question qui est soulevée là, en filigrane par certains d'entre vous, de savoir si ça doit passer par le conseil d'administration. Donc, c'était une question qu'on posait. Et si oui, comment on peut le faire? Est-ce que ça doit passer par de l'actionnariat salarié? Alors, deux choses. La première, c'est que la présence de salariés au conseil d'administration, ce n'est pas la même chose que des actionnaires salariés. En fait, quand on est actionnaire salarié, on peut avoir de fait une participation au conseil d'administration. Là, ce qu'on veut, c'est reconnaître les salariés, quand on laisse la place aux salariés administrateurs, c'est reconnaître les salariés en tant que tels et non pas en tant qu'actionnaires. Donc, c'est deux choses différentes. Comment faire pour y arriver? Là, effectivement, ça ne se fait pas spontanément, en tout cas pas en France. Et donc, il y a des lois qui ont été instaurées. Donc, les salariés administrateurs, on les trouve surtout historiquement dans les grands groupes qui étaient auparavant publics, parce qu'il y avait une présence de salariés dans ces groupes-là au conseil d'administration. Donc, il reste aujourd'hui plus important. Et puis, il y a eu la loi de 2000, je ne me rappelle plus l'année, 15, et ça a été un peu renforcé en 2017, qui prévoyait quelques administrateurs à partir d'une certaine taille, mais on est clairement en deçà de ce qui se pratique dans la plupart des pays européens. Et donc, de ce point de vue-là, c'est clair qu'on est très nettement en retard en France.
Donc, on pourrait forcer ce point. Et puis, il y a aussi, donc j'avais dit deux choses. La deuxième, c'est un renforcement en fait, des liens entre le conseil d'administration et le CSE. Puisque le CSE, normalement, a la possibilité de poser des questions au conseil d'administration qui a l'obligation de répondre. Et en fin de compte, on s'est aperçu que ces échanges, en général, ils étaient assez limités. Donc, ça pourrait être aussi une piste, en fait, d'utiliser au mieux cette possibilité-là pour obtenir des informations qu'autrement les élus n'ont pas, et voire d'essayer de renforcer, en fait, ces échanges-là. Alors, je vois la dernière question sur quelle piste on pourrait donner pour essayer d'avoir un peu plus d'impact vis-à-vis des directions. Alors, je vais en suggérer ce qui me vient à l'esprit, c'est finalement d'avoir de la mémoire. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises où finalement les dirigeants changent assez souvent, le personnel, les représentants du personnel moins. Et souvent, on voit quand même beaucoup de projets ou de réorganisations qui butent ensuite, qui ont des difficultés de mise en œuvre, dont une partie aurait pu être évitée si on avait mieux tenu compte des avertissements, des recommandations, des remarques des représentants du personnel. Donc, ça peut valoir le coup dans un certain nombre de cas d'aller voir un peu les archives récentes et puis de pouvoir indiquer quand même à un dirigeant, peut-être même s'il n'était pas là au moment de telle réorganisation, qu'il fait face à telle difficulté et que ces difficultés avaient été anticipées par les remarques des représentants du personnel de façon à essayer de convaincre, parce qu'on a quand même énormément d'exemples, sur le fait que mieux écouter les représentants du personnel lors des échanges au CSE, c'est pas faire preuve de gentillesse, c'est aussi logiquement une façon de mieux piloter son entreprise et d'anticiper sur un certain nombre de difficultés. Donc, en tout cas, moi, j'ai vu des représentants du personnel utiliser ce type de levier avec un certain succès. Voilà, mais après, il y a autant de contextes différents que d'entreprises, bien sûr. Hein. Un commentaire qui évoque la notion d'angle mort que les représentants du personnel peuvent identifier, et puis y compris en faisant remonter des informations aux employeurs, et j'en suis personnellement tout à fait convaincu. Je pense que les délégués du personnel qui sont devenus des représentants du personnel, mais qui sont surtout devenus facultatifs alors qu'ils étaient obligatoires dans l'ancienne réglementation, on a quand même rencontré souvent des DRH qui trouvaient extrêmement utile de pouvoir confronter les remontées qu'ils avaient par leur encadrement et celles qu'ils avaient par les délégués du personnel. Et dans les entreprises où il n'y a plus de représentants du personnel, et dans celles où il y en a, mais avec des prérogatives qui ne sont pas celles d'autrefois, je pense qu'il y a effectivement un risque que des situations ne soient pas identifiées suffisamment tôt. Et donc, une difficulté pour des personnels, des problèmes de conditions de travail qui ne sont pas repérés suffisamment tôt, c'est des sujets qui seront beaucoup plus coûteux à traiter ultérieurement. Donc, je pense que cette notion de vigilance des représentants du personnel, représentants de proximité aujourd'hui, sur des sujets qui ne sont pas forcément petits, voir un sujet tôt, c'est pas voir un petit sujet, c'est voir un sujet qui est peut-être très important, mais avant qu'il ait des effets trop importants. Donc, c'est d'autant plus utile. Et donc, je suis largement d'accord avec le commentaire d'Olivier.
Il y a un commentaire sur les représentants de proximité. Alors oui, effectivement, les représentants de proximité sont efficaces. Ce sont des capteurs en fait de ce qui se passe sur le terrain. Le problème, c'est que, comme vous le savez sans doute, les représentants de proximité, il n'y en a quand même pas dans toutes les entreprises. Et même les entreprises qui en mettent en place, on peut dire qu'elles sont aujourd'hui minoritaires. Par conséquent, c'est un vrai sujet. C'est un vrai, une vraie carence en fait qui a été introduite par les ordonnances travail. Alors, sur cette question des représentants de proximité, je précise aussi que ça fait partie des dispositifs sur lesquels les entreprises, enfin les représentants du personnel et les employeurs peuvent revenir. C'est-à-dire que on arrive en période de renouvellement d'une grande majorité des CSE qui ont été mis en place il y a 3 ans maintenant. C'est des choses qui peuvent être rediscutées, renégociées sur la base des retours d'expérience qui ont pu être faites du premier mandat, puisque les représentants de proximité peuvent être mis en place par accord, en nombre, en prérogative, en moyens. Enfin, le paradoxe des ordonnances de 2017, c'est qu'elles ont beaucoup réduit les moyens, mais elles continuent à tout rendre possible pour peu, bien sûr, que les parties en soient d'accord. Donc, en tout cas, nous, on incite les CSE avec qui on travaille à faire un vrai bilan de ce premier mandat de CSE avant de se lancer évidemment dans la période électorale et le deuxième mandat. Et rien n'interdit de revenir sur ce qui avait été convenu la première fois pour essayer d'améliorer les choses et de faire bouger un certain nombre de dispositifs. En tout cas, c'est juridiquement tout à fait possible. Évidemment, ça renvoie à la négociation et donc au fait que les deux parties en soient convaincues. Je vois qu'il y a des commentaires qui évoquent la centralisation et la concentration du dialogue social. C'est effectivement quelque chose qu'on a pu observer dans pas mal d'entreprises, où finalement les instances ont été regroupées. Il y a beaucoup moins de C2SCT qu'il n'y avait de CHSCT auparavant. Les comités d'établissement ont été regroupés sur des instances beaucoup plus grosses. Et tout ça n'est pas favorable au traitement des questions, ça peut en témoigner, à la fois parce que les ordres du jour des CSE se retrouvent extrêmement chargés, et du coup avec des questions qui sont maltraitées, qui passent à l'as, qui sont reportées d'une réunion à l'autre et finalement abandonnées. Donc c'est clair, il y a eu aussi un bilan fait par le comité d'évaluation des ordonnances qui évoque tous ces sujets et qui confirme aussi un certain nombre de difficultés que les uns et les autres on peut observer dans beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est ce qu'évoque effectivement un certain nombre de vos commentaires. Alors, je vois qu'il y a encore quelques commentaires en train d'être tapés. Pour autant, on arrive un peu au terme de ce webinaire, puisqu'on avait prévu 45 minutes et qu'on est à peu près au terme. Donc, on peut éventuellement, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là, et puis on va quand même regarder le chat et éventuellement vous faire des réponses peut-être par ce biais-là dans les minutes ou un peu plus tard. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Donc, les documents vont être très prochainement disponibles, on vous le garantit.
Merci à vous. Voilà. Merci et bon après-midi. Bon après-midi.